Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité saint-martinoise. À la une de ce vendredi 12 avril, les bateaux de croisière, même en cette fin de saison touristique, ils sont toujours présents et débarquent leurs passagers à Philipsbourg. Quel est l'impact sur notre économie ? Mercredi, il était question de jeunesse. À la collectivité, le nouveau Conseil territorial des jeunes a été installé pour un mandat de 2 ans. Plus tôt dans la journée, le parking de Galisbée a accueilli plus de 250 élèves pour une matinée autour du cerf-volant. Nous reviendrons sur ces deux actualités. La Seine-Samar et la collectivité sont sortis d'un conflit qui bloquait la rénovation de la marina Port-la-Royale par la signature d'un protocole. Nous entendrons le président de la collectivité et son vice-président, également PDG de la Seine-Samar, sur le sujet. Et pour débuter ce JT, revenons sur l'actualité qui a fait couler de l'encre cette semaine. Vendredi dernier est parue dans les journaux la mise en vente aux enchères de 3 parcelles de la succession Beauperthuis, située à Quartier d'Orléans. Pour rappel, la succession Beauperthuis est une affaire qui débute en 1973. Une branche de cette famille est depuis plusieurs générations sur le territoire de Saint-Martin. D'autres branches de cette même famille, installées entre les continents américains et européens, réclament une part de l'héritage. Une vente aux enchères des terrains de la station Cadisco à Oriente Bay a entraîné des blocages en 2022. La collectivité avait alors entamé des négociations avec l'administrateur judiciaire pour le rachat des 21 parcelles estimées à 45 millions d'euros. La collectivité a réitéré son soutien et son souhait d'acheter la paix sociale tout en sauvegardant le patrimoine. On écoute le président Louis Mussington. Pour se faire entendre, parce que j'estime aujourd'hui que les élus que nous sommes et la population d'une manière générale, nous avons tous été insultés. Parce qu'on n'a pas eu une réponse, une réaction de monsieur l'administrateur ni de son conseil pour dire, écoutez, voilà ce qui va se passer. C'est juste bon, comme je vais l'indiquer, par voie de presse, qu'on a su ce qui va se passer le 13 mai prochain. Deuxième stratégie, c'est d'organiser une manifestation. J'assume, comme je vous ai dit, nous ne souhaitons pas que combien d'hectares, centaines d'hectares, partent d'un moment à l'autre vers la spéculation immobilière et foncière. La deuxième action que nous comptons mettre en place, c'est une manifestation pacifique, je le précise bien, pacifique, prévue pour le samedi 20 avril. À 10h du matin, nous allons appeler au rassemblement devant Cadisco et nous allons nous diriger vers the Old House. Et là, nous allons passer la journée. D'accord? Donc là, nous appelons à une forte mobilisation de toute la population. Ceux qui sont nés à Saint-Martin, ceux qui ont choisi d'adopter Saint-Martin comme terre d'accueil, ou bien, voilà, ont choisi d'y vivre, de s'installer, de construire leur avenir avec nous. Vous êtes tous conviés à cette grande journée de manifestation. Parmi les 3 parcelles mises aux enchères prochainement, il y a la Old House. Cette bâtisse est devenue un musée dans les années 2000 avec Pierre Beauperthuis. Elle perdure en tant que site historique et musée depuis 2018 avec l'association Les Fruits de Mer. Nous nous y sommes rendus pour y rencontrer l'un des membres du collectif Orland Matters ainsi que l'association. Dans les hauteurs de Quartier d'Orléans se dresse une bâtisse verte et blanche, construite il y a plus de 250 ans. Acquise par la famille Beauperthuis en 1843, la maison a été reconstruite en 1935 après avoir été détruite à plusieurs reprises. It was quite iconic in the days because they did not only from sugar, they went to salt and also to servitude of agricultural plots as well. The house was actually a plantation house, so it formed the home for the former. They were former mayors, they were judges as well. 2 of them actually are still in the collectivité, which are Charles Esprit, which is my great-grandfather, and the great-great, which is Pierre Auguste as well. And there's also former other ones that were pharmacists and so they were very medically inclined as well. En 2000, Pierre Beauperthuis, qui a grandi dans cette maison, la transforme en musée d'histoire et de culture. Il est assassiné en 2015. Par la suite, l'ouragan Irma frappe la propriété, alors que la succession dont fait partie la maison n'est toujours pas réglée. Les nièces de Pierre décident alors de proposer les lieux à l'association Les Fruits de Mer.
After Hurricane Irma, the local Beaupertuis family from this property invited us to come here and do our museum here, with especially the purpose that this place would not be forgotten and there would be a place for the community to come and experience St. Martin heritage. And so we have created a museum of nature and heritage and culture here. It's free. Les dégâts de l'ouragan Irma sont toujours visibles sur la maison. Rien ne peut être réparé tant que le problème d'héritage n'est pas réglé. Et ce problème d'héritage a débuté en 1861, lorsque l'ancêtre commun à tous les héritiers, Pierre-Daniel Beaupertuis, décède, laissant un patrimoine foncier. Il est l'arrière-grand-père de Charles-Daniel Beaupertuis. We have Charles Esprit Beaupertuis. We have his wife, Mélanie Gums. The little baby that you see sitting here on the lap is Miss Yvette Fleming Hodge, which is Beaupertuis, my grandfather's sister. We have little Dan, which was the owner of the old house here, and Pierre's father, and Sheila. Here we have my grandfather. These 7 children were actually allotted pieces of the property, and their sales later on in 1986 was annulled by the same said administrator. So now you have where the administrator is trying to liquidate the properties of these heirs, these deceased heirs, who have now their generations trying to preserve the properties, including the old house today. La Old House n'est pas protégée au titre des monuments historiques, bien qu'elle ait été recensée par la collectivité. Si le terrain devait être acheté, le futur propriétaire pourrait en disposer comme bon lui semble. The risk of someone, let's say, purchasing the property actually is that hopefully, from what you're seeing around, there's a lot of villas and how do you say, developments in that manner. That's something that we don't really want. We have enough of that. We need a place that people can visit, look, make it better even, and talk about history and heritage on the island. Cette affaire traîne depuis de nombreuses années et constitue désormais un problème juridique privé devenu public. Entre le développement urbain par des promoteurs immobiliers et la préservation du patrimoine, une partie de la population a déjà choisi son camp. Nous l'avons appris en début de semaine, Justin Anicette nous a quittés le 5 avril à l'âge de 82 ans. Né le 4 décembre 1941 en Guadeloupe, entrepreneur, membre du Rotary Club, il était ancien combattant. Il avait été envoyé en 1962 en Algérie lors de son service militaire. En 2019, nous l'avions rencontré. Il nous racontait ses 30 mois passés dans les rangs de l'armée française. On l'écoute. Je suis allé à Toulon, j'ai fait mes classes à Toulon. Et puis pendant que je faisais mes classes, il y avait la fin de la guerre. Il y avait le cessez-le-feu. J'étais content parce que je ne voulais pas entendre parler d'Algérie parce qu'il y avait la guerre. Mais finalement, j'étais le seul de mon groupe. J'étais avec un groupe de Saint-Martinois. J'étais le seul qu'ils ont choisi pour envoyer en Algérie. Tous les jours, on sortait en petits groupes, des sections, et on contrôlait les voitures. Et si on trouve des voitures avec des gens qui sont armés, on les confisquait. Une seule chose qui m'a marqué, c'est que pendant que nous étions en Algérie, en patrouille quoi. On n'avait pas tellement peur, mais fut un jour, on rentrait, et puis quelqu'un a tiré sur nous. Et le groupe a riposté. Et je peux vous dire, c'est la première fois que j'avais aussi peur dans ma vie, parce que la poussière du mur tombait sur mon nez. J'ai eu très peur ce jour-là, ça. Sujet d'économie et de tourisme maintenant. Les bateaux de croisière. Toute l'année, ils accostent à Philipsbourg avec jusqu'à 6 arrivées par jour en haute saison. En 2023, ils ont débarqué 1 300 000 passagers. C'est 36% de plus que l'année précédente. Les touristes sont des milliers chaque jour sur notre île. Mais est-ce qu'ils apportent autant au côté français qu'au côté hollandais ? 3 bateaux à quai et un 4e se préparent à accoster. Aujourd'hui, plus de 20 000 touristes sont attendus sur l'île. Activités nautiques, tour de l'île en quad ou en taxi, ils ont l'embarras du choix. Et Philipsbourg n'est pas en reste. Le shopping et la visite du centre-ville font partie du top 5 des activités préférées. Les visiteurs dépenseraient en moyenne $140. Restaurant and food is a part, but it's not as big as the excursions and the shopping part. So we're lucky to have them. I mean, remember, they probably get food and drink on board.
So what they're looking for is an experience, something they haven't thought about, something they don't expect, and they just want to have a good food and a fancy drink. Il n'est pas encore midi et la foule a déjà pris possession du boardwalk. Sur les routes de l'île, le trafic est dense. Bus et taxis transportent ceux qui veulent visiter. L'offre est plutôt simple. Les taxis proposent de faire le tour de l'île pour une 50aine d'euros la demi-journée par personne, avec une pause repas dans l'un des lolos de Marigot. C'est ce qu'Isabelle et ses amis ont choisi. En fait, nous faisons une croisière avec le MSC et aujourd'hui, notre point de chute, c'est Saint-Martin. Donc nous avons pris un taxi pour revisiter l'île. Et nous sommes du côté français parce que nous avons fait d'abord la partie néerlandaise. Sur le front de mer de Marigot, quelques-uns des touristes de passage. Le marché et les restaurants sont pleins et ça ravit les restaurateurs du coin. We cannot function without the cruise ship. We will function, but it will not be as great as it is. It will function, but it will go really slow. And with the cruise ships, it's a big plus for us in St. Martin. Mais 2 rues plus loin, il n'y a plus personne. Les croisiéristes ne s'aventurent pas si loin. Yann Necam a une boutique de vêtements. Et les touristes de croisière au-delà du front de mer, les commerçants ne les voient pas. On ne peut pas rentrer dans le centre-ville, c'est pas connecté. Il manque une vraie connexion. Nous, on a déjà quelques solutions qui seraient de distribuer une carte aux toilettes publiques du front de mer. Après, l'autre piste qu'on a aussi, ce serait de dire aux bus, aux tour opérateurs, qui peuvent effectivement déposer leurs touristes à cet endroit, sur le front de mer, mais de les reprendre à un autre endroit qui les oblige à traverser le centre-ville. Mais c'est des choses toutes simples. Mais ça, il faut que ça soit une vraie volonté politique de la collectivité de rentrer en communication avec les tour opérateurs et de leur donner un peu nos conditions. Le touriste qui vient se balader a besoin de nous voir, a besoin de connaître la French Touch. Ils sont venus en partie française. Il faut qu'on leur montre notre joyau de la partie française. Depuis la fin du Covid, le nombre de croisiéristes augmente chaque année. Côté français, nous ne disposons d'aucun chiffre pour connaître les retombées économiques. Ces touristes arrivés à Philipsbourg passent en moyenne entre 45 minutes et 1 heure à Marigot. L'Office du tourisme voit au-delà de ce simple passage. Bien sûr, l'idée est toujours de convertir, donc ils sont là de passage. Donc nous souhaitons qu'ils soient séduits par la destination, par notre côté du français, et que ça leur donne envie de revenir ensuite, puisque celui qui vient à Saint-Martin en vacances, c'est une clientèle fidélisée. Donc on pense, par le biais de cette croisière, nous pouvons fidéliser leur intérêt à revenir en couple, en famille ou en famille. Et si la partie hollandaise accueille des mastodontes de croisière, le côté français s'est depuis plusieurs années positionné sur la moyenne croisière haut de gamme. Et avec l'extension du port de Galisbée, la partie française pourrait devenir port de départ pour ce type de croisière. On reste dans le domaine maritime avec la Marina Royale. Ce haut lieu de Marigot pourrait enfin sortir de son sommeil. Gérée par la Seine-Samar jusqu'en 2018, elle était bloquée au cœur d'un conflit financier. Un conflit opposant le gestionnaire et la collectivité sur la question de la prise en charge des travaux de réhabilitation. Un protocole d'accord a été signé. La Seine-Samar versera environ 800 000 € à la collectivité, qui reste aujourd'hui seul gestionnaire et propriétaire de cette marina. Nous écoutons les 2 antagonistes. Pendant X temps, depuis Irma, si j'ai bien compris, il y avait un conflit entre la Seine-Samar et la collectivité. Situation que j'ai trouvée extrêmement rocambolesque, insensée, du fait que nous sommes actionnaires à 51% au sein de cette société. Donc, pour moi, ce conflit n'aurait jamais dû exister. Tous les efforts, toutes les énergies seront conjuguées pour redonner corps à ces 2 outils qui pourront, je l'espère, aider au développement et à la prospérité de l'économie et du territoire de Saint-Martin. Effectivement, au sortir, la Seine-Samar versera une indemnité à la Seine-Samar par le biais de Sa Majeste, la société qui portait cette DSP, à la collectivité pour pouvoir, je dirais, mettre terme à ce conflit et sortir les 2 institutions la tête haute et que le territoire puisse aller de l'avant. Emploi maintenant. Le handicap est l'une des causes de discrimination à l'embauche. Pourtant, les entreprises françaises d'au moins 20 salariés ont l'obligation d'employer une personne en situation de handicap.
Lundi, la CCISM organise une journée d'ateliers et de rendez-vous pour sensibiliser les acteurs économiques. L'année dernière, nous avions rencontré 3 personnes en situation de handicap pour nous parler de leur parcours. Un film que vous pourrez retrouver ce lundi à 19h30 sur notre antenne. Et pour aller plus loin sur cette question, je vous propose en fin de journal l'entretien de la semaine. J'ai rencontré Michel Conesa, il est soudeur métallier. En 1997, il a été victime d'un accident du travail. De la politique maintenant. Mercredi, le 7e Conseil territorial des jeunes a été installé pour 2 ans. Il est composé de 23 membres âgés de 14 à 23 ans. Initié en 2008, il a pour objectif de formuler des propositions ou d'émettre des avis sur les décisions en faveur de la jeunesse. Les 4 vice-présidents se sont exprimés sur les projets qu'ils souhaitent mettre en place, une bibliothèque ambulante, un parc ou encore l'embellissement du territoire. La présidence du Conseil est revenue à Chloé Ruyer-Francillette. Nous l'écoutons. On a des projets un peu dans tous les axes. Le CTJ est là pour aider les jeunes de Saint-Martin. On veut être un levier pour qu'on évolue ensemble. On veut vraiment emmener les jeunes vers le haut pour qu'ils puissent, que ce soit de longues études ou trouver du travail plus facilement. On veut vraiment être là pour les faciliter la tâche en fait. On n'a pas encore décidé quels projets seront mis en place exactement. J'ai entendu parler d'ateliers culturels, d'aide aux formations pour que on puisse vraiment, pour que les jeunes de Saint-Martin puissent vraiment savoir quelles formations sont disponibles et comment s'inscrire à ces formations-là, comment trouver de l'emploi. On fera des vidéos pour vraiment expliquer comment se faciliter la tâche en fait et trouver du travail et des formations à Saint-Martin. Il y a 12 ans était organisé le premier concours Miss Saint-Martin pour Miss France. Cette année, nous aurons pour la 7e année une Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les jeunes filles qui souhaitent candidater peuvent le faire dès lundi en se présentant au West Indies pour les premiers castings et le samedi suivant. Celles qui veulent candidater depuis leur lieu d'études peuvent également le faire savoir au comité. L'élection aura lieu cet été. À noter que depuis 2022, les règles de participation se sont assouplies. Écoutons la présidente du comité à ce propos. Donc en fait, les critères ils sont simples. Il faut avoir minimum 18 ans, donc être majeur, et mesurer 1,70 m minimum. Donc depuis 2 ans, la charte elle a beaucoup évolué, et où il n'y a pas entre guillemets de limite d'âge, et où on a vu que les critères sur les tatouages ou sur les femmes mariées ayant des enfants, etc., n'existent plus. Bon, je pense qu'au niveau de l'âge déjà, ça ouvre un petit peu plus l'éventail, nous permet un petit peu plus de choix, parce que 2 ans de plus, c'est pas rien pour avoir une liste, parce que des fois, c'est vrai qu'à quelques mois après, on pouvait passer à côté d'une candidate sous prétexte qu'elle avait plus que 25 ans. Mais là, on n'aura pas ce problème-là cette année. On continue sur la jeunesse. Je vous en parlais en titre, cette semaine, la CETOS a organisé le Festival du Cerf-Volant. 250 enfants de maternelle et primaire ont pu confectionner leur propre cerf-volant dans les écoles. Mercredi, ils étaient à Galisbé pour les faire voler. Reportage. Dernier coup de crayon, les enfants d'Eliane Clark finalisent leur cerf-volant. Les différentes étapes, Taïna nous les a confiées. On prend 2 bâtons, ensuite on les met tout droit, on s'assure qu'ils ont la même taille, après on enroule avec le fil. Rosa est animatrice. Pour elle, c'est une façon ludique d'apprendre aux enfants à bricoler avec ce qu'ils ont sous la main. On a pris des pics coco pour pouvoir créer notre cerf-volant, du papier. On peut le faire du papier, de sachets en plastique. Et je pense que c'est une tradition qu'on amène pour que les enfants puissent manipuler du papier. On peut s'amuser avec des choses, du recyclage aussi, on peut dire. Jour J, enfants et animateurs se rejoignent pour faire voler leur cerf-volant. Une technique qu'il faut savoir maîtriser. Quand ça va plus haut, il faut mettre encore de la corde. Et quand ça va plus bas, il faut reculer un petit peu.
On est en train de faire voler nos cerfs-volants. Et pour être le plus haut, et là, ça fait très longtemps que j'en ai pas refait. J'aime bien. Je préfère voler des cerfs-volants qu'à regarder la télé. La technique, c'est qu'il soit tendu, que le fil soit tendu pour le faire voler. C'est une journée qui permet aux enfants de découvrir les jeux de leurs parents. Déjà, ça les fait renouer des liens avec la culture, les cultures ancestrales, les traditions ancestrales. Et puis, non seulement cela, mais ça les détache un peu de la télévision. Ça leur donne des techniques de mathématiques. Réussite pour le Festival du Cerf-Volant, une journée colorée qui a ravi petits et grands. Un peu de sport, nous les avions quittés au début du mois de mars sur une défaite contre l'équipe des Good Luck. Les Archibals s'entraînaient hier soir avant leur match de demain contre le Brugge des Abîmes. Dernier match à domicile. Si les Archibals gagnent, ils confortent leur 4e place au classement, synonyme de demi-finale. Nous écoutons Thibaut Azema, le capitaine de l'équipe. L'objectif de ce dernier match, c'est de gagner, bien sûr. On reste sur 2 défaites au tournoi anti-Guyane, donc on compte relever notre niveau. On se sent bien, le groupe vit bien, on s'entraîne une dernière fois ce soir pour se mettre en place avant le match et on espère livrer une belle prestation samedi pour notre dernier match à la maison. C'est la fin de notre journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce JT dès demain sur notre site yotv.fr. Restez avec nous, nous vous proposons tout de suite l'entretien de la semaine. Et pour cette édition, je reçois Michel Conesa. Travailleur en situation de handicap, nous allons revenir sur son parcours et ses difficultés face à l'emploi. Je vous remercie de nouveau d'avoir suivi et j'espère vous retrouver toujours plus nombreux la semaine prochaine sur YoTV. Bon week-end.